Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Ker qui revient de son navire. Merci à toi, mon cher Ker, de t'être habillé à peine, d'avoir juste enlevé ton petit bonnet de matelot. Comment ça se passe du coup dans les sous-marins? Il paraît que tu as pu regarder Shogun, la nouvelle série sur Disney+, dont on vous parle pas vraiment juste au moment où elle sort, mais quelques semaines après, parce que Shogun, c'est avant tout la série qui a le plus enthousiasmé Ker ces Elle est en cours de 47 diffusion. dernières années. Elle est en cours de diffusion, mon cher Greg. Alors, je n'ai pas compris la référence au sous-marin. C'est mon pull, peut-être? C'est une blague en soum-soum. Très bien. Alors, je vais vous parler de Shogun et j'avais hyper hâte de vous parler de Shogun. Comme l'a dit Greg, série qui est diffusée actuellement sur Disney+, qui prendra fin le 23 avril 2024. C'est une mini-série, il n'y aura pas de saison 2, j'en parlerai plus tard. C'est une mini-série qui fait beaucoup parler. Elle a notamment eu un record sur Rotten Tomatoes puisqu'elle était à 100% de critiques positives juste avant sa diffusion, donc de critiques presse. Il n'y avait jamais eu autant de critiques presse qui avaient mis un 100% à une série. C'était quand même assez bluffant et en tout cas intriguant. Et j'avais très envie de me lancer dans le Shogun, qui est diffusé donc aux États-Unis sur FX. C'est une série de FX qui est diffusée aux États-Unis sur Hulu. Et en France, c'est diffusé sur Disney+. Le tout appartient à Disney. Je peux d'ores et déjà vous dire que c'est, à mon avis, le meilleur programme que j'ai vu sur Disney+ depuis le début de la sortie de la plateforme. Donc ça vous donne un peu une idée de mon avis sur Depuis le Shogun. début de ta vie, hein. C'est pour ça que je disais 47 ans. Tu as commencé à regarder des séries quand tu étais majeur, donc du coup, 47 ans après, c'est assez logique. Pas à ce point, mais tu vas voir que Shogun est une très bonne série. C'est l'adaptation Shogun d'un livre qui a été écrit par James Clavell, qui avait déjà été adapté en série dans les années 80. On avait reproché à la série d'avoir un point de vue trop occidental sur le récit de Clavell. Là, les créateurs de la série ont décidé de faire tout autrement. C'est l'excellente idée qu'a Shogun sur FX. Mais alors, c'est quoi Shogun? Je vais vous faire le synopsis sans vous spoiler. C'est vraiment l'histoire telle qu'elle nous est présentée quand on se lance dans la série. On est dans le Japon médiéval en 1600. Le Taiko du Japon, qui est le grand souverain du pays, est dans ses derniers jours de vie. Et il décide de nommer un conseil de régents pour diriger le Japon en attendant que son héritier soit en âge de pouvoir diriger lui-même le Japon et donc de prendre sa succession. 5 régents qui sont en fait des grands seigneurs riches et influents du Japon qui globalement se disputent le pouvoir, et donc pour éviter la guerre, il y a un conseil des régents qui est mis en place. Et Ça fait vachement penser à quand tu me parlais un petit peu de ta ville, de toi qui est nommé régent en tant que personne influente et riche, qui a plusieurs champs de betteraves sous ta tutelle, les paysans voisins qui sont obligés de te donner la dîme. Ça fait beaucoup penser. Si tu remplaces les guzos de riz par de la betterave, je trouve que c'est incroyablement et le Japon par la Picardie. Oui, non, ça change. C'est vrai que c'est très très proche. Je ne l'avais pas vu sous cet angle. Alors bref, un an après la mort du Taiko, il y a il y a le seigneur qui est le plus respecté du lot, qui s'appelle Toranaga, qui est mis en danger par les 4 autres, emmenés par Ishido. Et on est dans une période où le Japon commerce avec le Portugal, et uniquement le Portugal, c'est très important de le préciser. Et il y a une partie de la population japonaise qui est convertie au christianisme, alors plus précisément au catholicisme. Et il y a notamment sous l'influence de 2 des 4 seigneurs félons. Et c'est dans ce contexte-là où Toranaga est mis en danger qu'arrive un navire néerlandais, donc l'Erasmus, dirigé par un Britannique, Blackthorn, qui arrive qui s'échoue sur les côtes japonaises. Et vous imaginez bien que le Toranaga va voir dans l'arrivée de Blackthorn et de ce navire l'opportunité de peut-être retourner le conseil. C'est le point de départ de Shogun. Moi, j'ai tout de suite eu envie de regarder cette série. J'y suis allé. Le pilote, je l'ai trouvé très réussi.
Mais paradoxalement, il ne m'a pas donné particulièrement envie de continuer la série de manière pressée. La raison essentielle, c'est que j'avais peur du rôle central que pouvait avoir l'anglais dans la série. Le rôle qu'on voit dans plein de productions en fait de l'occidental qui va tout changer dans un pays asiatique, et c'est lui qui va vraiment façonner les choses et l'avenir en devenant conseiller d'un grand souverain notamment. Ça fait bien évidemment penser au Dernier Samouraï avec Tom Cruise, ça fait bien évidemment penser à la série Marco Polo avec de Netflix, ça fait penser en Chine à la Grande Muraille avec Matt Damon. Bref, j'étais un peu sceptique, je voyais les choses arriver. J'avais peur d'un récit qui soit trop cliché. Si j'ai bien compris, hein, parce que j'essaie de résumer un peu tes propos, donc c'est une série qui est du niveau donc, de la Grande Muraille de Matt Damon. Tu l'as très très mal résumé, parce que là j'allais venir sur quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. C'est que de ma crainte d'avoir une série trop cliché, trop dans la vision de l'occidental sauveur, et ben en fait la série tord littéralement le cou à très vite tendait le cou à toutes mes appréhensions, à ces évidences. L'occidental qui change tout, bah c'est pas si simple. Il y a une romance qui est évidente avec sa traductrice, bah c'est pas si simple. Il y a le vassal de Toranaga, on le voit gros comme une maison qui va le trahir, bah c'est pas si simple. Bref, il y a rien de si évident que ça, et la série nous prend vraiment à contre-pied sur plein de choses. Et derrière la crainte du départ, bah en fait émerge devant moi une série qui dépeint admirablement et respectueusement le Japon médiéval. Une série où absolument tout est travaillé, et où il y a très peu de place à la facilité. On est vraiment à mon sens, dans de la haute qualité. Alors dans les gros points positifs, bah, il y a bien évidemment les décors. Osaka est magnifique, les maisons sont à tomber par terre, j'ai envie d'en louer une, ou j'ai envie d'en construire une. Vraiment, les costumes superbes, les démarches aussi liées aux costumes, les objets, la photo dans la série est très belle, la musique, notamment faite par Atticus Ross de Tool, c'est génial. La mise en scène est toujours très très réussie, et on a un scénario qui est très prenant, qui est plein de finesse, de justesse, il y a du suspense, il y a régulièrement des cliffhangers à chaque épisode qui fait que t'as vraiment très envie de revenir sur la série. En fait, moi, le premier épisode m'a refroidi, mais le deuxième épisode m'a pas vraiment refroidi. On va dire, m'a pas particulièrement emballé. Le deuxième épisode, par contre, j'ai été pris, mais alors... et je n'ai plus lâché la série jusqu'à l'épisode 8, qui est le dernier que j'ai vu. L'épisode 9 sort là. Moi j'ai vraiment été pris par l'histoire, par ses personnages, par son univers qui est très bien retranscrit, qui est fascinant. Il y a des répliques qui sont marquantes, il y a des personnages qui au départ peuvent paraître caricaturaux et qui prennent vraiment de l'épaisseur, de la nuance, qui deviennent intéressants. C'est aussi la marque un peu des bonnes séries, je pense, cette capacité à transcender des personnages qui au départ apparaissaient un peu faciles et ne le sont pas. Il y a au niveau scénariste, dans l'histoire, dans l'intrigue, il y a quasiment pas de fausses notes. Alors pour ceux qui ont vu la série, moi il y a une scène un peu too much avec 2 bateaux dans un port. Voilà, vous verrez. Enfin, ceux qui l'ont vu, vous voyez de quoi je parle. Mais en fait, la série, avec le pitch, et avec le fait qu'elle s'appelle Shogun et qu'elle met en avant, bien évidemment, un personnage, bah, en fait, on sait que c'est une ligne droite. Ça, il n'y a pas de doute. C'est le pitch de la série. Mais tu ne sais jamais comment ils vont tracer cette ligne. Il y a l'inattendu, il y a des retournements de situation. Et ce que tu peux être sûr, c'est qu'ils vont toujours la tracer avec une minutie qui est étonnante. Et il y a une vraie montée en puissance aussi dans la série, ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Elle prend à contre-pied de plus en plus elle nous prend à contre-pied sur des trucs où finalement des grosses productions du genre ne vont pas le faire. Je vous donne un exemple très simple. L'épisode 7 se termine à une fin inattendue. Ok, l'épisode 8 commence, met les bases de l'épisode. Et là, très vite, je me dis, ok, on est sur un épisode qui a l'air évident, on est un peu en mode filler, il reste 2 épisodes avant le final. Ça va être, à mon avis, un épisode moyen, me dis-je. Mais quelle erreur!
à la fin, je me prends une claque monumentale, c'est le meilleur de la série jusqu'à présent. Et là, je viens de voir les premières notes de l'épisode 9, elles sont complètement dingues. La fin de l'épisode 8 est brillante, mais vraiment brillante, les acteurs grandioses. Enfin, vraiment, il y a énormément de qualité dans cette série. Et puisque je parle des acteurs, il faut en parler, ils sont tous très bons. Alors, bien évidemment, l'acteur qui est cité le plus souvent, c'est Hiroyuki Sanada, qui est un très grand acteur qui n'a jamais eu la reconnaissance qu'il méritait, qu'on a vu dans plein de trucs, Westworld, Bullet Train récemment, on l'a vu dans John Wick. Enfin, vraiment, c'est une tête qu'on connaît et qui a toujours eu des seconds rôles où il était toujours très bon. Là, il a non seulement le rôle le plus important de la série, mais en plus, il a un rôle de producteur qui est, je l'expliquerai après, très important. Donc, il s'en sort, mais admirablement, ce Sanada, et j'espère qu'il aura des prix. Mais il n'est pas le seul à être très bon. L'occidental, donc Cosmo Jarvis, il arrive, il est assez anecdotique au départ, il fait un peu brut. En fait, l'acteur s'avère très bon. Et quand on cherche un peu, Cosmo Jarvis, c'est pas un acteur qui est fondamentalement connu. C'est un chanteur et musicien. C'est un mec qu'on a vu dans Peaky Blinders dans la saison 5. Bon, et en fait, il est très bien dans cette série. Il y a une actrice que j'avais déjà remarquée dans Monarch Legacy of Monsters et qui là est dans la série, c'est Anna Sawai. Elle est donc c'est une actrice néo-zélandaise d'origine japonaise. Donc c'est elle qui joue Mariko, qui est un des 3 personnages principaux de la série. Elle est vraiment vraiment excellente, au point où là actuellement ils sont en train de pousser pour qu'elle puisse avoir les Emmy Awards dans la catégorie second rôle dans une mini-série, et c'est amplement mérité. Elle incarne Mariko avec énormément de talent. Et encore une fois, il n'y a pas qu'elle. Il y a un autre acteur que je veux citer, c'est Tokehiro Hira. Désolé d'avoir massacré ton nom, parce que tu mérites le respect. Qui était lui aussi un acteur de Monarch Legacy of Monsters, donc avec Anna Sawai, et qui est le grand rival de Toranaga, donc Ishido. Je le trouve hyper charismatique au début de la série, et son personnage évolue de manière étonnante, et l'acteur le joue toujours aussi bien. Citons Oshiba, qui est la mère de l'héritier, le général de Toranaga qui s'appelle dans la série Hiromatsu, je ne connais pas l'acteur, mais alors il est bluffant. L'acteur qui joue un personnage un peu cliché au début, donc qui s'appelle Yabushige, est excellent aussi. Et alors le mari de Mariko, donc Buntaro. Enfin, vraiment, là, je vous dis peut-être des noms, ça ne vous dit rien si vous regardez pas la série, mais quand vous aurez vu la série, je pense que vous serez d'accord avec moi. Le casting et l'interprétation des acteurs, c'est vraiment vraiment impressionnant. Et il y a, à mon sens, le gros point fort de la série, en plus de tout ce que j'ai dit. Et quand tu parles du casting, du coup, pas un mot sur Matt Damon? Pas un mot sur Matt Damon, qui est assez discret dans la série. Et du coup, mon cher Kerr, puisque tu parles des acteurs, est-ce que le jeu des acteurs est un jeu plutôt typé occidental, c'est-à-dire dans la nuance, ou plutôt japonaise, où c'est grandiloquent? Ah mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est comme les dramas japonais, ou c'est vraiment différent? Est-ce que c'est par exemple un peu plus le Japon qu'on peut voir dans un film occidental comme Le Dernier Samouraï? Ça c'est une remarque extrêmement intéressante. Parce qu'en fait, ce que tu décris là, c'est exactement l'inverse de la série. Ce sont les personnages occidentaux qui vont être un peu extravagants, alors que les personnages japonais, en fait, sont calqués sur le Japon, les traditions, les mœurs du Japon médiéval. Et c'est là où je voulais en venir sur la grande force de la série. C'est qu'il y a eu, lors de la conception de la série, le couple de showrunners, Justin Marks et sa femme Rachel Kondo, ont en fait cherché véritablement à corriger l'erreur qu'avait fait la mini-série des années 80 avec Chamberlain, en étoffant considérablement les personnages japonais par rapport à l'œuvre originale, et surtout en respectant le plus possible la tradition, enfin ce qu'était le Japon médiéval, et aussi, et c'est là où c'est très intéressant, c'est en
en maintenant la VO, c'est-à-dire que ces personnages-là parlent japonais dans la série, y compris aux États-Unis. Il faut voir qu'aux États-Unis, c'est pas quelque chose généralement une série où ça parle pas anglais, ils ont un peu de mal. Quand on voit au box-office, il y a très peu de films en version en langue étrangère. Donc pour les Américains, qui cartonnent, la Shogun cartonne, alors qu'il y a une part très importante de passages dans la série en japonais sous-titré. Et vraiment, pour le coup, moi, j'aime beaucoup la VF, mais là, sur cette série, absolument pas. Je veux surtout qu'ils ne changent rien. Les Occidentaux, donc que ce soit un Portugais qui parle avec un Anglais, ils vont parler en français si vous regardez en VF, ils vont parler en anglais si vous regardez en VO, mais par contre, il y a énormément de passages en japonais. Et alors, ils ont essayé d'être le plus réaliste possible et de s'éloigner le plus possible du regard d'un occidental. Et là où c'est intéressant et où je parlais d'Hiroyuki Sanada tout à l'heure en tant que producteur, c'est que c'était une de ses exigences. Il voulait que la série respecte le plus possible le Japon médiéval, fasse découvrir le plus possible cette période aux téléspectateurs, et ils y sont arrivés, mais alors d'une manière magistrale. Respect total des traditions, des coutumes, des mœurs, des rapports à la vie. Ça, c'est vachement intéressant dans la série, leur capacité à se sacrifier, la place qu'ils donnent à la vie des autres, à leur propre vie, pardon, le concept de loyauté, l'importance que peut avoir la parole. Dans cette série, les Japonais parlent peu, mais ils parlent toujours utile. Ça peut, et les Occidentaux non, et dans la série, ça peut avoir des conséquences parfois dramatiques. L'aspect de fidélité vis-à-vis de son seigneur, le rapport aux femmes aussi, qui est énormément abordé dans la série, donc par rapport au mariage, par rapport aux concubines, par rapport aux prostituées aussi, le rapport à la vassalité, enfin il y a vraiment plein de choses dans cette série sur comment vivaient les Japonais à cette époque qui sont très intéressants, dans leur manière de se déplacer, leur manière de s'habiller, les objets qu'ils utilisent, tout ça c'est de ce que j'ai pu en lire et de ce qu'ont exigé les producteurs, dont Sanada, particulièrement fidèle à ce que c'était. Moi je trouve ça fascinant. Ça force le respect. Par exemple, il se déplace d'une manière étrange. Si on était un gros beauf, on pourrait regarder le truc en disant comment il se déplace. En fait, pas du tout. À aucun moment dans la série, on peut avoir ce genre de remarques. Moi, je suis juste là, comme ça, admiratif de ce que je peux voir, de la manière dont ils ont retranscrit tout ça. Moi, il y a une scène qui m'a sidéré. Et mon chat grec, tu vas te dire, mais c'est un affrontement de dragons. Pas du tout. C'est la scène où un mari sert le thé à sa femme. Cette scène est très forte, pour plein de raisons, mais juste le fait de servir le thé m'a scié dans cette série. Donc voilà. Et au point où tu vois l'occidental, donc co-héros de la série, lui-même a des réflexions qui sont très intéressantes parce qu'il a nos réflexions à nous, notamment sur le fait de se sacrifier. Il ne comprend pas qu'un Japonais se sacrifie sans raison ou qu'un Japonais soit exécuté sans raison, etc. Mais lui aussi devient admiratif et séduit par ce qu'il voit et par ce qu'il vit dans la série, qui est vraiment une série qui ne vous emmène pas où vous attendez. Et ça, c'est quand même très cool. C'est ce que faisait Game of Thrones notamment. Donc voilà, et alors pourquoi est-ce que je parle de Game of Thrones ? Parce que je réfléchissais. Je vous ai parlé des critiques absolument incroyables sur Rotten Tomatoes, mais bon, ça, je veux dire, faites-vous votre propre avis. Les notes sur IMDb sont quand même sacrément élevées. Moi, je note sur IMDb souvent soit les séries, les films, mais aussi les épisodes, et j'ai plutôt tendance à noter sévèrement. Un épisode vraiment excellent, je lui mets très très bon. Je lui mets un 9 et j'en mets très rarement. Et je me suis rendu compte que sur Shogun, j'avais mis 5 épisodes sur les 8 que j'ai vus, 9 sur 10. Et vraiment, vraiment, c'est très rare que je mette des notes comme ça. Alors ça, vous allez me dire, c'est ta popote, tais-toi, passe à autre chose. Ce que je vais faire, mais je tenais quand même à le souligner. Je pense vraiment que Shogun est avant la fin, hein, bien évidemment. Peut-être qu'ils vont foirer sur les 2 derniers épisodes. Mais là, sur les 8 premiers épisodes, pour moi, c'est très clairement une des meilleures séries de ces 4-5 dernières années. Et c'est, je pense, la série, on va dire, épique, avec retournement de situation, galerie de personnages, etc., bien développée et tout, la plus envoûtante que j'ai vue depuis Game of Thrones. Donc je voulais vraiment vous parler de Shogun. C'est une perle, ne la ratez pas.
c'est en plus une série qui est qualitative, mais qui n'est pas... qui se respecte. Et un des éléments qui le prouve, c'est que les créateurs, tout de suite, quand ils ont vu la hype qu'il y avait autour de Shogun, parce qu'il y a une vraie hype, notamment aux États-Unis, ils ont dit vous enflammez pas, hein, il n'y aura pas de saison 2. On a conçu la série pour être une mini-série de 10 épisodes et on ne voit aucun moyen de continuer la série après. Alors que là, objectivement, j'en suis à l'épisode 8. Si on me dit qu'il y a 5-6 saisons, déjà, je signe tout de suite. Et 2, je vois pas pourquoi il ne pourrait pas y avoir 5-6 saisons. Vous allez me dire, mais ils peuvent peut-être tuer tous les autres personnages. Et alors, il y en a d'autres. L'univers est là, les décors, ils ont la matière, ils ont le talent. Ils pourraient continuer, mais non. Ils ont leur histoire, ils veulent arrêter. Moi, je respecte complètement ça. Et je vais foncer tête baissée dans les 2 derniers épisodes de la série. Toi, mon cher, qui n'a pas encore commencé Shogun, mais je sais que tu veux le faire, est-ce que je t'ai davantage donné envie de regarder cette série? Alors, quand on avait fait la critique du problème à 3 corps, je me souviens que du coup, j'étais avancé dans la série. Tu en as fait un avis assez dithyrambique. Tu disais que c'était vraiment une série qui t'avait plu et tu avais su trouver les mots pour dire que cette série te plaisait, qui m'ont complètement détruit l'envie de continuer le problème à 3 corps. Là, pour Shogun, c'est différent. C'est une série que j'ai très envie de regarder. Je me suis dit, est-ce que Kerr va avoir cet enthousiasme, cette magie où il vous dit qu'il aime bien quelque chose et ça vous le détruit. Et là, c'est pas du tout le cas. Tu m'as donné énormément envie de regarder cette série. L'air marin te fait visiblement énormément de bien. Alors, si tu permets que je fasse un lien avec le problème à 3 corps. Le problème à 3 corps, j'ai beaucoup aimé cette série en soulignant qu'elle avait d'énormes défauts. Et le fait que j'ai aimé cette série est basé plus sur des aspects très subjectifs. L'interprétation de certains acteurs, la relation entre des personnages, la musique. Là, objectivement, il y a plein d'éléments dans la série où je vois assez difficilement des gens venir et dire non, c'est pourrave, c'est du Hélène et les garçons, tu vois. Non, clairement pas, c'est du très lourd. Donc je pense qu'entre les 2 séries, il y a une marge quand même qualitative. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette série Shogun a l'air d'être assez dithyrambique. Le seul point que j'ai pas compris de ton avis, c'est cette histoire de Matt Damon. Mais pour le reste, j'étais vraiment... Enfin, tu m'as donné envie. Mais Matt Damon a vu Shogun et il a trouvé ça super. Il a dit, si la Grande Muraille avait pu être comme ça, franchement, ça aurait été génial. C'est de la vraie investigation, ça? Non, pas du tout. Bon, en tout cas, merci de ton avis. Je vais donc tout de suite aller regarder d'autres vidéos de Cult & Click. Puis ensuite, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et après, à aller voir Shogun, puisque je trouve que tu en as très bien parlé. Merci mon cher Kerr. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Et la semaine prochaine, des petites surprises, vous verrez. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao.